Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Bienvenue à l'épisode 8, non pas 8, comme je vais le dire dans l'entrevue avec Laure le Prunenec qui suit l'intro et la chronique, mais bien dans l'épisode 12. Salut Alex, comment ça va? Salut Christophe, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Même si, oui, je dois l'avouer, ça fait longtemps qu'elle est enregistrée l'entrevue avec Laure. Parce que, bon, il est arrivé plein de choses. Je vais faire la chronologie des événements, juste pour vous donner un peu de contexte. Pourquoi que je dis épisode 8, puis on est rendu à l'épisode 12. En juin 2021, je parle avec Matt Megaki, chanteur de Cryptopsy, qui est aussi l'animateur du podcast Vox and Hops, dans lequel il discute avec des métalleux et métalleuses en jasant de craft beer. Moi, j'ai entendu plutôt l'entrevue avec Laure, puis je trouve ça super intéressant et vraiment très original. Comme personne, comme artiste, puis j'ai beaucoup aimé son entrevue. Là, j'ai reaché à Matt, j'ai demandé, hey, tu penses-tu que tu pourrais me mettre en contact avec sa relationniste? J'aimerais ça l'avoir. Tu sais, j'ai pas beaucoup de métalleuses qui trippent films d'horreur dans mon podcast. J'aimerais ça avoir de plus en plus de filles. En tout cas, faites-moi des suggestions. Hein. Si vous êtes des métalleuses et vous voulez faire partie de notre émission, écrivez-moi, ça me ferait plaisir de vous jaser. Si vous aimez les films d'horreur et si vous avez de quoi à dire, évidemment. Donc, toujours est-il que en juin, Matt me met en contact. En juillet, déjà, bon, les courriels étaient envoyés et tout. En juillet, Igor annonce qu'il change de chanteur. Le groupe Igor, dans lequel Laure le Prunenec était chanteuse, avec Laurent Lunoir aussi. Là, je me dis, OK, est-ce que ça fonctionne encore? Mais oui! Elle a été dans le groupe pendant une dizaine d'années. Ses projets sont super intéressants. Moi, je veux faire l'entrevue. Est-ce que ça y tente encore? On envoie des courriels. Finalement, on réussit à bloquer du temps en octobre, une rencontre Zoom qui devait être initialement diffusée en novembre. Mais il est arrivé un paquet de trucs. J'ai eu des opportunités de faire des entrevues avec Matt Pike, avec Buzz Osborne, avec... voyons, Boustio et Maury de France. Donc, j'ai été obligé de bouger l'entrevue de Laure, mais c'est pas parce qu'elle est pas bonne. C'était vraiment le fun de jaser de son parcours très inusité dans la musique. Donc, on n'en parlera pas trop, mais qu'est-ce qui m'a amené à la connaître? C'était vraiment le groupe Igor. Son projet solo présentement, ça s'appelle Ricine. C'est un projet qui est beaucoup plus, je dirais, païen, quelque chose qui ressemble plus à ce que Björk fait, mélangé un peu avec peut-être Joran pour nos compatriotes québécois. Donc, une langue inventée, très mystique, très... éthéré. C'est vraiment intéressant. C'est absolument pas métal, là, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Allez voir ça. Il y a des vidéoclips très, je dirais presque horrifiques par moments qui sont intéressants. Mais le groupe Igor, on est ailleurs. Puis Igor, moi puis Alex, on aime beaucoup ça. En mars, on devait aller voir le spectacle d'Igor. Est-ce que tu as ton billet, toi? J'avais pas mon billet parce que Tu y pensais. En fait, oui, j'y pensais sérieusement, mais je savais... quand ça a été annoncé, il y avait un retour vers une certaine normalité. On recommençait un peu à aller voir des événements, mais je n'avais pas acheté mon billet pour la simple et bonne raison que j'avais vu d'autres événements auparavant s'annuler. Fait que j'ai joué de prudence. Ouais. Fait que j'hésitais. J'étais un peu hésitant. Puis là, je me disais, je vais attendre de voir c'est quoi la situation. Mais tu as bien fait. J'ai bien fait. Le 4 mars, ça devait avoir lieu. Ça a été... même pas reporté, annulé, puis après, c'est même pas à cause de la COVID, c'est parce qu'il y a un des membres du groupe il a jamais eu de nouvelles de son visa, il y a eu des problèmes, puis finalement, ils ont décidé de
de reporter la tournée. Donc, le show qu'on devait voir au Club Soda a été tout simplement annulé. J'imagine qu'éventuellement, ils vont rebooker le groupe, que j'ai jamais vu live. Mais on va parler un petit peu de Igor. C'est quoi ce Igor pour toi, Alex? Bon, écoute, juste avant, je veux juste dire une petite chose parce que justement, c'est dans le cadre de ton entrevue avec Laure Le Prunonic, puis je veux pas manquer d'élégance envers l'artiste parce que je sais que bon, elle a quitté le groupe puis elle parle d'Igor, je pense dans l'entrevue en bien, mais on connaît pas toutes les raisons du départ. Non, c'est ça, puis j'ai pas insisté non plus pour en discuter, parce que c'est quand même assez frais. Puis en parlant d'Igor, tantôt, je vais quand même parler un peu du contexte du cerveau derrière Igor, là, celui qui dirige la Gauthier Serre. Oui, Gauthier Serre, donc celui qui est l'initiateur de ce projet-là. Ben oui. Mais tout ça pour dire que justement, je peux pas ne pas parler de ça parce que c'est quand même un projet fort dans la carrière de Laure Le Prunonic et son apport est non négligeable. Essentiel, je pense, à ce que Igor est devenu au cours des dernières années. C'est une voix unique, c'est une approche vocale unique qu'on n'a pas entendu nulle part ailleurs dans le métal, même s'il y a déjà eu des voix de femmes dans le métal, des voix classiques, des voix opératiques. Oui, tu sais qu'on pense à des trucs comme Cradle of Filth, mais pas utilisé de la même façon. Jamais de la même façon. Puis son approche, son côté viscéral et expressif, je pense qu'il n'y a rien qui accote ce qu'elle a fait. Donc, c'est un peu une façon aussi de rendre hommage à ce qu'elle fait comme travail de chanteuse. Donc, je voulais juste faire ça, préciser cette parenthèse-là avant de commencer. Oui, donc, Igor avec 3 R. Oui. Qui est un projet qui a été mis sur pied il y a quelques années, je te dirais peut-être pas loin d'une dizaine d'années, grosso modo. Donc, Gauthier Serre, qui est un musicien, DJ, musicien français, qui a créé une espèce de bébite. C'est un ovni musical. Je pense que... Bon, il y a beaucoup d'éléments de métal dans la musique d'Igor, mais il y a des éléments de toutes sortes de musique. Il y a une explosion de créativité, de saveur. Il y a même un côté très humoristique aussi qui fait que je pense que c'est peut-être ce qui peut agacer certains métalleux parce qu'il y a un côté pas toujours sérieux. Puis en même temps, dans la démarche, il y a quelque chose d'absolument très sérieux et très méticuleux. Ce gars-là est un génie du travail sonore, du montage sonore, de l'expérimentation sonore. C'est vraiment... Puis, quand tu écoutes ça avec des écouteurs, c'est incroyable. Puis, mais au niveau de la construction, de la conception des pièces, des musiques, tout ce qui peut aller mettre dans une seule et même pièce, mais qui fait un tout cohérent, c'est hallucinant. En tout cas, moi, en tant que musicien là, de formation, musicien classique, ça me fascine, en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. C'est hallucinant. C'est puissant. C'est puissant. Quand tu écoutes ça, la mâchoire te décroche à plusieurs reprises. C'est fou. Moi, j'ai découvert Igor avec l'album qui s'appelle Alléluia, qui est paru j'ai pas la date exacte, là, je m'excuse. Je suis un peu sloppy ce soir. 2012. Oui. OK. Donc, il y a 10 ans exactement. Alléluia. Je pense que c'est la première fois, si je ne m'abuse, que Laure Le Prunonic collabore avec Igor aussi. Tout à fait. Ouais. Et il y a cette espèce de mélange de musique baroque, il y a du clavecin. Puis il y a la voix de Laure qui soprano classique. Oui, mais on a l'impression là, d'être, je sais pas, il y a quelque chose de magnifique, de sublime. On change d'époque, là, carrément. Carrément. Puis là, ça bang, ça part avec une espèce de... Sa voix se métamorphose encore. Tu sais, sa voix, là, des fois, elle part d'un son classique, puis elle arrive à faire une transition vers des sons de gorge, c'est guttural. En tout cas, c'est particulier. Puis là, tu as la guitare qui arrive de black metal hyper rapide, qui était à l'époque jouée par Telloch ou Telloch, je ne sais pas comment on le prononce. De Mayhem. Un guitariste notamment qui travaille avec Mayhem.
Donc, il va chercher du monde. Il sait avec qui travailler, puis comment il sait bien s'entourer. Puis tous les instruments, tout ce que lui, il fait, l'échantillonnage, le montage, le découpage, mais il fait aussi un travail exceptionnel au niveau, je me répète un peu, mais de la recherche de sonorité. Il va travailler avec toutes sortes d'instruments, toutes sortes d'affaires autour de lui pour fabriquer des instruments. Mais il va chercher un violoniste qui est capable de faire du violon baroque, quelqu'un qui joue du clavecin, des percussionnistes, un drummer, un gars qui joue de l'accordéon, puis bon, le côté humoristique, par exemple, dans Alléluia, il a samplé son poulet. Ah oui, hein? Donc, il a fait une toune en samplant son poulet, je pense qu'il s'appelle Patrick ou je sais pas quoi, là, un nom. C'est comme... Un nom d'humain, là, ouais. Ouais, genre, mais c'est drôle, puis en même temps, mais ça marche parce que c'est bien fait, c'est fait intelligemment. Donc, ce gars-là a quand même un potentiel créatif que peu ont. On pourrait comparer ça un peu au côté éclaté, expérimental de Mr. Bungle, par exemple. Ah ouais. Mais il y a quelque chose d'encore... On est plus dans l'approche, je dirais que dans la construction, dans la fabrication, il y a quelque chose qui se rapproche plus de la musique électronique, parce que des fois, on a des breakbeats. Tu sais, du Aphex Twin, des trucs très, très... Skrillex, des trucs un peu comme ça, des fois, là. Mais pas non plus. Ouais, mais pas trop. Tu sais, il y a vraiment un bel équilibre, un bon dosage. Exactement. Puis c'est français aussi, puis on le sent, des fois, il y avait de l'accordéon. Oui, c'est ça, l'accordéon musette. Oui, oui. C'est carré. Oui, c'est hallucinant. Puis tous les musiciens qui jouent, il y a, en fait, même s'il y a beaucoup d'électronique puis il y a du sampling, tout est quand même construit à partir d'une matière première. Il ne va pas chercher des échantillons ailleurs. Il les fait, lui, il les fabrique lui-même pour des besoins précis quand il compose. Il écrit des partitions, il envoie ça genre au pianiste qui dit « tu vas me jouer ça ». Après, il joue. C'est un genre de Frank Zappa un peu. Oui, c'est un chef d'orchestre qui a des idées puis qui est capable de mettre ça sur place. Puis c'est ça, il dirige bien ses affaires. Vraiment, ça, il faut donner ça à Gauthier Serre. C'est vraiment un génie musical, selon moi. Donc, après ça, ses premiers albums, il les a sortis de manière indépendante ou sur des petits labels, puis il a été finalement approché par c'est Metal Blade, je pense. Oui, c'est ça, c'est Metal Blade qui a approché Gauthier Serre pour le signer avec son projet Igor. Ouais. Pour l'avant-dernier album qui s'appelle Savage Sinusoid. 2017. Oui. Et qui est un excellent album dans la continuité d'Alléluia. Il va un petit peu plus loin dans certains aspects, dans certaines constructions, il a encore un peu plus de maturité. Et Telok qui est encore là. Telok qui est encore là. Ouais, je pense que c'est Telok. Telok, je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Ouais. Et il est arrivé il y a 2 ans, ou en 2020, oui, c'est ça, 2020, avec... juste un peu avant. Oui. Savage Sinusoid, Travis Ryan, chanteur de Cattle Decapitation. Oui, de Capital Decapitation. 3 tonnes. Oui, qui collabore avec lui. Chanteur incroyable. Oui, puis écoute, il fait... c'est puissant. C'est puissant. Ouais. Mais on est dans la même... dans la continuité, puis encore même avec le dernier album, qui pour moi reste... c'est incroyable. Pour moi, c'est... Ce qu'il a fait là, c'est l'apogée, là, tu sais. Je pense que là, il est arrivé en tout cas, je ne sais pas s'il va être capable de continuer, de poursuivre, d'égaler ça. Difficile à dire, mais Spirituality and Distortion, un magnifique, magnifique album. Ouais. Qui marque la fin de la collaboration aussi avec Laure Le Prunonic. Le contexte est particulier. Cet album-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la participation de George Corpse Grinder Fisher de Cannibal Corpse. Oui! Il travaille. Telok qui n'est plus sur l'album non plus. Non. Puis il y avait un autre chanteur qui était avec lui, Laurent Lunoir. Ouais. Qui est sur l'album, mais qui a quitté là, après l'enregistrement de l'album. Ouais. Il y a une espèce de... pendant la pandémie, les artistes devaient trouver des façons de promouvoir leurs albums. Il y a une tournée qui a été lancée il y a quelques mois pour ce dont on parlait, le show du 4 mars qu'on devait voir, mais qui est annulé. C'est la tournée nord-américaine, mais ils ont fait quand même des spectacles. Oui, ils ont fait des shows l'année passée aussi. Avec un nouveau chanteur, une nouvelle chanteuse, ouais. qui remplissent bien le mandat de reprendre. On verra après ce que ça donne quand il y aura le travail de création, parce que ce que Laure Le Prunonic avait apporté dans sa dimension est importante dans le travail.
Bref, il y a un documentaire qui raconte un peu la conception sur YouTube de cet album-là. Je ne l'ai pas encore visionné, ça a l'air que c'est incroyable. Ben, qui rend encore plus incroyable tout le travail. C'est là qu'on réalise à quel point le travail de création de studio, de recherche est hallucinant. Puis les musiciens qui sont autour de lui, c'est vraiment... C'est malade. C'est juste malade. Ils sont dédiés à la cause de Igor. Là, tu vois puis ils trippent, puis ils font des affaires, puis c'est de toute beauté. Vraiment, là... Il a l'air de beaucoup s'amuser je pense à faire ça. Hein? La seule chose qui est dommage dans le documentaire, c'est qu'on ne parle pas du tout de Laurent Lunoir. Je pense qu'il y a eu un conflit important, donc il n'est même pas nommé. Puis quand on parle de Laure Le Prunenek, la mention est négative. Fait qu'il y a plein de gens qui ont reproché ça en voyant le documentaire. Ça ne dit pas grand-chose à part que ça semblait être difficile de collaborer. C'est ce qui est dit. C'est plate parce qu'on ne mentionne pas tout l'apport que... l'album qu'ils ont créé, qui est fantastique des fois. Il y a des trucs qui se font dans la douleur, mais tu sais, c'est pas une raison pour salir un peu. Fait que là, tous les autres musiciens avec qui il s'entend bien sont merveilleux, mais elle, c'était difficile. Mais ça faisait 3 albums. Donc, c'est un peu... Ce choix éditorial-là, disons, du documentaire est un petit peu particulier. Peut-être que c'était encore, au moment où ça a été fait, il y avait encore de douloureux, c'était trop frais. Peut-être que c'était tout ce qu'il pouvait dire. Je ne connais pas le contexte. Je ne peux pas m'avancer plus que ça sur les raisons d'un bord comme de l'autre. Je pense que Laure Le Prunenek a été très chic en parlant de Gauthier Serre tout à fait. après toute la situation. Alors que lui, il a peut-être été moins ou en tout cas de la façon dont c'est présenté, ça peut sembler moins chic de sa part. Cela dit, cet album-là est un must pour tous les gens qui ont une ouverture musicale. Mais ça prend ça. Qui veulent. Mais on voyage dans plein d'univers de la musique classique au baroque, on l'a dit, à la musique du Moyen-Orient, à l'électronique. Mais tout est fait avec un souci de raconter. Chaque tune raconte quelque chose. Que ce soit complètement déjanté ou... Puis des fois, c'est juste magnifique, c'est pur. Les moments de musique là, de classique, de baroque surtout, le clavecin, le violon, le côté de musique de chambre. Puis là, à un moment donné, tu te fais défoncer la gueule avec un espèce de growl, un blast beat, un break d'électronique. C'est fascinant. Moi, ça me fascine. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis, tu sais, comme on parle d'ouverture d'esprit, c'est le genre de groupe qui c'est exigeant. Tu sais, tu peux pas écouter ça le dimanche matin avec un café. Il faut attendre d'en avoir pris 2 ou 3 ou le soir avec petit scotch peut-être. Mais ça prend un état d'esprit particulier. Mais quand tu es prêt à le recevoir, c'est gratifiant. Puis ça prend... l'appréciation augmente avec l'usage. Tu réécoutes, tu entends des choses que tu n'avais jamais entendues, tu vois les liens qui sont faits, puis c'est vraiment un travail d'orfèvre, d'avoir monté tout ça, puis tout le monde a sa place, les voix, les beats électroniques qui peuvent sembler comme étrange, mais ça fonctionne, le vrai beat aussi. Les chanteurs invités, c'est du bonbon. Puis les vidéoclips sont absolument incroyables. Moi, justement, je me rappelle pas c'est quoi la chanson sur cet album-là. C'est A Very Noise. Ça, là, c'est quelque chose de... Puis là, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je disais tantôt sur Aphex Twin, les vidéoclips de Chris Cunningham, tu sais. Je sais pas si vous vous rappelez de Robert Johnny, là. Genre d'effet complètement pété. Tu écoutes la musique, tu vois une image, ça n'a pas de bon sens, mais les deux ensemble, ça devient... complètement surréel. Là. On est vraiment dans l'animation 3D, puis des trucs, puis beaucoup d'humour aussi, comme on disait tantôt. Là, là, les petits claps, tu fais comme ça n'a pas de bon sens. Mais tu ris, puis tu headbang, puis tu arrêtes, puis tu regardes. Puis, en tout cas, moi, pour le fan de Mr. Bungle que je suis, puis de Secret Chief Tree aussi, puis de Unexpected,
qu'il y a eu ici au Québec, tu sais, des groupes qui métissent beaucoup de choses, puis qui n'ont pas peur de coller des choses qui n'ont pas pas de rapport apparent ensemble, mais qui essaient de faire autre chose avec du collage comme ça. C'est souvent, quand c'est bien fait, là, en tout cas, Igor, on a beaucoup de fun à écouter ça. Oui. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est vrai que je ne suis pas porté à. En fait, je les ai beaucoup écoutés, tous les 3 albums dont on vient de parler. Mais c'est pas instinctivement genre c'est pas ça que instinctivement je vais aller chercher. Je vais toujours piger dans les affaires des fois que j'ai écouté encore et encore. Puis par contre, quand je décide d'écouter ça, c'est comme je m'assois, c'est une expérience, je l'écoute, puis à chaque fois, sans exception, quand j'ai envie d'écouter ça, là, je me surprends là, à dire. Je me rappelle pas si c'était bon. C'est bon, il est malade. À chaque fois, là, je suis comme surpris ou même je suis quasiment jaloux. Je dis, j'aurais tellement aimé ça, créer quelque chose comme ça, d'avoir son espèce de créativité musicale. Là, Puis comme on disait tantôt, on n'est pas au courant des détails, puis ça nous appartient pas, puis la rupture de ces musiciens-là, pourquoi ils ont décidé de rompre. Mais on a les albums, les albums sont là, c'est des témoins d'une époque, puis chapeau à tout le monde. Alors aussi qui a prêté sa voix à ce projet-là pendant tant d'années, puis d'avoir accepté de discuter avec moi de sa carrière, très bohème, conversation très... on se laisse porter par le vent au gré de la conversation. Il y a un petit délai aussi avec justement, elle était outre-mer. Donc, des fois, avec le Zoom, des fois, la demi-seconde, c'est difficile de gager la conversation, mais on réussit à bien se parler. C'est une entrevue très différente. Son côté artistique son côté... pourquoi j'ai dit artistique? Son côté instinctif dans son travail d'artiste. Oui, exact. Moi, me plaît beaucoup. Ça, j'aime beaucoup les musiciens, des fois, qui vont à l'instinct. Oui, avec leur trip, carrément. Ouais, je trouve que ça il y a de l'authenticité là, que tu peux pas... Ça se transmet bien, je trouve, quand tu es un auditeur, quelqu'un qui va avec l'instinct aussi. Donc, Ricin, Igor, Corpomente, Oxoxux, beaucoup de projets. Allez fouiller. Il y a beaucoup de ces projets qui sont sur Spotify. Je vais en mettre sur la playlist qui accompagne l'épisode. Puis, merci Alex. Toujours un plaisir de jaser de musique lourde et parfois étrange. Oui. Là, on était plus dans l'étrange. Mais il y a des moments très lourds. Partie des fois de c'est du métal. Univers métallique ou horrifique. Tout à fait. Et bienvenue. Ben oui, exact. Puis donc merci. Puis on vous laisse, chers auditeurs, spectateurs, spectatrices, auditrices, avec mon entrevue avec Laure Le Prunenec. Eh bien, vraiment content de te rencontrer, Laure. Moi aussi. Cool. Est-ce que c'est le Prunenec ou le Prunenec? Alors, je m'appelle Laure Le Prunenec. Le Prunenec, d'accord. Je sais ça. Le Prunenec. Le Prunenec. Vraiment content de t'avoir pour le 8e épisode de Metal Maniac, un podcast que j'ai lancé cette année ou au début de l'année pour allier mes deux passions qui sont le cinéma de genre, horreur principalement, puis la musique lourde, le métal. Donc ça, c'est des trucs qui m'allument beaucoup. Puis la pandémie, c'est difficile pour le côté métal. Les concerts sont plus rares. Donc c'est un peu le moyen que j'ai trouvé pour avoir beaucoup de plaisir à discuter de sujets super intéressants avec un paquet d'invités vraiment le fun. Donc, je suis vraiment content que tu as accepté l'invitation. Puis grâce à Matt de Vox and Hops, hein, c'est grâce à lui, en écoutant l'épisode que tu avais enregistré avec lui, j'ai pu déceler que tu avais un intérêt pour le cinéma. Puis je me suis dit, cinéma sûrement étrange. Oui. Donc, je pensais que ça allait être un fit. Rapidement, je vais faire une petite bio
de qui c'est ça, Laure Le Prunenec, pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, Puis après ça, ben, on va y aller. Là. On parlait de métal, un peu de musique. On va aller en cinéma, puis ben, on va se laisser aller au gré de la conversation. Ça te va? Avant de commencer, je dois dire que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, en fait, le vrai sujet de l'interview. Oh. Je suis pas très sérieuse avec ce genre de choses. Je me donne des petites claques à moi-même, mais des petites pichenettes comme ça fait toujours un petit plaisir. Donc j'ai vite rassemblé mes idées pour dire bon, je vais parler de peu de connaissances que j'ai dans les films d'horreur. C'est vrai que c'est pas le cinéma, c'était plus pour. On en reparlera plus tard. Mais il n'y a pas de problème. Mais vraiment, le cinéma, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire à la base. Quoi. Ah oui, hein? Être derrière la caméra. Okay. Donc évidemment, j'ai vu énormément de films dans ma vie jusqu'à maintenant. Ben, c'est intéressant, ça. Ben oui. Mais pas forcément branché dans un style particulier, quoi. C'est parfait. Moi aussi, j'aime le cinéma en général. Donc ça, c'est cool. Puis métal, maniaque, horreur. Horreur, métal, c'est un prétexte pour avoir des belles conversations. Donc, on peut diverger, on peut aller au cinéma d'auteur. Tu sais, l'horreur, c'est large. Hein? Tu sais, on peut penser à Andrew Zulawski, Possession. Tu sais, des films comme ça, c'est pas un film d'horreur par définition, mais des éléments horrifiques. Tu sais, bon, c'est large. C'est large. Donc, oui, c'est très large. C'est comme le métal, c'est super large. Et voilà, exactement. Donc, ça se ressent bien dans cette chose. Ouais. Je vais y aller avec ta petite bio rapide, OK? Je vais faire une petite bio rapide de qui on s'égare. Ben, il n'y a pas de problème. Je vais juste faire un petit préambule pour les gens qui arrivent. Là, ils disent, c'est qui ça? Qui c'est cette fille? Il va y avoir un petit article. Il y a un petit article qui accompagne toujours le podcast, mais j'aime ça le faire à l'oral. Parlez de moi. Allez-y. Oui, on va faire ça rapidement, puis après ça, on va plonger dans tes influences, dans tes premiers films, dans tes premiers shows métal, tout ça. Ben, tu sais, évidemment, tu es une chanteuse. Hein? On pourrait même te qualifier de cantatrice. Que t'aimes passer la musique classique, un chant soprano, à des trucs beaucoup plus extrêmes. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. T'as pas peur du métal expérimental. Puis, tu sais, il y a quelques qualificatifs là, qu'on pourrait te coller là, comme animal, organique, brutal, magique, inquiétant, onirique, envoûtant. C'est des trucs qui étaient évoqués par les musiques. Puis on pourrait continuer. Puis chez nous, au Québec, tu sais, tu chantes avec souvent un langage inventé, ce qui est quand même assez intéressant. Puis nous, au Québec, on a Jorane. Je ne sais pas si tu connais Jorane. C'est une chanteuse qui est aussi violoncelliste. Au Québec, un succès ici. Peut-être, ça s'est peut-être pas rendu en France. Ça, je ne suis pas au courant. Mais elle fait un peu ça. Je pourrais te comparer. Pas grand-chose, je t'avouerai. C'est pas grave. Je pourrais te comparer à Björk, peut-être un peu. Hein? Moi, des chanteurs que j'aime beaucoup, Mike Patton, ça, moi, c'est mon artiste préféré de tous les temps. Donc, des trucs comme ça, tu touches à des trucs. Les gens bien. Oui, exactement. Puis, ben, t'es très occupé. Hein? En fait, quand c'est pas la pandémie, là, t'aimes ça avoir beaucoup de projets en même temps. Hein? Donc, puis bon, c'est ça qu'il y a quelques-uns qui sont arrêtés, mais tu as pu participer à des projets comme Elé Ipsis, 4 disques depuis 2013, ton projet solo, Ricine, est-ce que c'est bien prononcé? Avec des trémas. Ricine, oui. J'aime bien les trémas, hein, ça fait très métal avec. On a beaucoup de trémas dans le métal à Motorhead. Là, il y a un côté viking aussi un peu. Viking, ouais. Un peu aussi de l'autre extrême, un peu arabisant, si ça peut être joli. C'est vrai. Sinon, tu as été invité, j'ai vu ça récemment, sur des trucs qui sont sortis l'année passée, Maldoror, Spectral, un autre projet avec plein de trémas, Xox. C'est un peu la version masculine de Ricine, mais avec beaucoup plus de torque. De sens dans le projet. Il y a c'est beaucoup plus défini au niveau du sens des mots, etc. Mais moi, je suis plus
Ouais, puis bordélique. Puis c'est un peu plus doux, je dirais. Ricin, c'est plus doux. Oxoxox, c'est plus lourd. On est plus dans le doom, dans le goth, peut-être un peu de typo négatif que j'ai entendu les chants graves, beaucoup de claviers, tout ça. Il y a Corpo Mente aussi. Mente, pardon. Corpo Mente. Il n'y a eu qu'un album pour l'instant, mais bon. Bon, on verra. Oui, OK. Avec Gauthier Serre, qui est. Il y a eu pas mal de changements là, ces derniers temps. Ben oui, le leader de Igor, qui a fait partie justement de 2008 à 2021, 3 albums. C'est la première fois que j'en parle à quelqu'un, si on en parle. Ouais, ben oui, c'est toi, c'est comme tu le sens aussi. Hein, j'ignore les raisons qui ont poussé cette séparation-là, mais si on regarde tout ça, c'est très large, un bel éventail de sons très différents. Tu sais, Igor, c'est peut-être le plus connu du lot. Peut-être du côté-ci en Amérique, il y a eu des tournées. On vous a vu à Montréal une couple de fois. J'ai pas eu la chance c'est le groupe où j'ai le plus fait, on va dire, de choses. Ouais. Et le public, quoi. Oui, puis le truc le plus brutal aussi, si on veut, même si ça ratisse très, très large, là, on s'entend. Brutal? Le plus extrême, peut-être. Ouais. Parce que, moi, c'est un truc, quand j'ai écouté ça, j'ai fait « Oh, wow, OK. » Là, on mélange des trucs à la Aphex Twin, avec du Secret Chief Tree, avec un peu de Mr. Bungle, des trucs Naked City. Cet univers-là où il n'y en a pas de frontières, où on se permet n'importe quoi, en autant que ça nous amuse et que ça fait du sens créativement. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce projet-là. Puis, maintenant, oui, ils sont pas mal, ouais. Si on recule dans le temps, allons là dans quand tu as commencé à écouter de la musique. Quand ça a commencé. Ouais. La musique, moi, moi, c'est un peu plus les trucs plus agressifs, les plus métal qui cadrent bien avec mon podcast. Je me demandais, toi, ça a commencé comment, les musiques lourdes dans ta vie? Alors, ça a commencé quand mon grand frère, donc 50 plus que moi, dans les années, on va dire 90, j'étais encore une petite fille. Hein. Okay. Et j'ai entendu pour la première fois Sepultura, Ratamahata. Ah oui, hein? Et j'ai sauté partout. Et j'ai eu l'énergie tout de suite du truc et ça m'a bouleversée même. Ça m'a vraiment. Hein. Et, le métissage, là. Ouais, et puis en fait, je sentais l'énergie comme ça de la terre, quoi, quelque chose de très root, qui pouvait être très tribal en même temps, du métal très comme ça, très roots. Waouh, j'ai le nom de l'album. Carrément. J'ai été ça m'a fait un truc. Mais à l'époque, il faut dire que c'était l'époque des boys bands et compagnie. Hein. Donc moi, j'étais aussi je vivais ma vie de petite fille aussi, forcément. J'ai dû écouter de ces merdes, t'as même pas idée. Mais là-dedans, j'avais quand même de la qualité grâce à mon grand frère qui était quand même plus alerte et qui était déjà, lui, dans un groupe de métal. Donc, j'entendais dans le garage déjà son groupe qui répétait. Ah oui, il était musicien, ton frère? Oui, il faisait partie d'un groupe de métal, justement. OK. Et il répétait tous les samedis dans le garage. Et du coup, il était batteur. Donc, moi, dès qu'il avait le dos tourné, forcément, j'allais essayer la batterie, j'allais faire gwing, 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 gwing sur les guitares. Et j'ai vécu dans cet environnement très métal. Puis, t'avais quoi, une dizaine d'années, une douzaine? Ouais, douzaine d'années, ouais. J'étais petite. OK. Et puis, c'est quoi le premier disque? Et j'embêtais tous les musiciens avec mes bêtises de petite fille. Et puis, c'était un univers, c'était sympa, les années 90. Il y avait les gens jouaient encore dans les rues facilement. Il y avait une scène métal dans la toute petite ville où je vivais à l'époque, qui était pas. C'était où? Qui était le plus. C'était l'apogée, on va dire, on va dire cette époque était un peu l'apogée de rock, métal, de cette scène-là pour la petite ville où je vis maintenant, qui s'est fait complètement bouffer par les autres grandes villes et qui maintenant propose plus grand-chose, mais là, il y avait vraiment une solidarité, tu sentais entre les groupes et ils se faisaient des soirées, des trucs comme ça, des festivals, un esprit de communauté un peu.
Des trucs collectifs un peu qui étaient sympas, quoi. Et puis, il n'y avait pas d'argent en jeu, il n'y avait pas de label, il n'y avait pas tout ça, quoi. C'était vraiment sympa, hein? Juste. Mais j'ai entendu des tas, du coup, je pense que ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré beaucoup pour la suite, quoi, je pense. Est-ce que tu chantais? Des petits restes. Tu chantais déjà à ce moment-là? Oui, mais je ne le savais pas encore. Alors, c'est très bizarre, moi, mon rapport avec la voix, parce que... Que tu as pris des cours? C'est venu très vite. J'ai pas pris des cours tout de suite, mais j'ai été très vite... ma maman m'a tout de suite mis déjà à l'église. OK. Donc, j'ai pu entendre dès l'âge de 6 ans, il fallait que j'aille à la messe tous les dimanches, attention. Okay. J'ai été élevée vraiment d'une façon très catholique. Donc, tu chantais dans la chorale? À la messe, il y avait la chorale. Et quand j'ai entendu ça, c'est pareil. Wow. Cette réverbe et ce truc, ça m'a fait un truc, je peux même pas l'expliquer. C'est ce que je voulais entendre toute ma vie. Ah ouais. Donc, il y a de ça aussi. Et puis petit à petit, ma mère voyait que j'avais vraiment un attrait pour ça. Donc, elle m'a dit, tu vas faire du piano. OK. Et hop. Donc, je suis allée dans une école de musique très, très jeune. Donc, forcément, pareil, entourée de gens, d'instruments anciens aussi, de choses que j'avais jamais vues. Et j'ai pu... À part une batterie dans le garage, celle de ton frère. Oui, voilà, on était quand même... même si ma mère, c'était vraiment une façon très... On chantait pas souvent ensemble, on n'avait pas vraiment... Mais c'était dans le quotidien, en fait. Je l'entendais, je fredonnais sans arrêt. Elle a une voix un peu... elle a une très, très jolie voix, ma mère. Elle a une voix... elle a Edith Piaf, tu sais, un truc... à fond aussi, tu l'entends dans l'église, tu entends qu'elle, quoi. OK. Il y a une chorale, hein, mais tu t'entendras qu'elle parce qu'elle a une voix tellement perçante, en fait, que... C'était inspirant pour toi. Ouais, je pense que c'est un peu l'héritage aussi. Bon, je sais pas, mais... Est-ce que maintenant, je le dis plus qu'à l'époque. J'assume plus ça, le fait du truc d'héritage, parce que j'aime pas, en fait... j'aime bien le côté... tu arrives sur Terre et tu te fais ton propre... tu te crées ton monde, quoi, ton univers, sans trop être conditionné, sans trop... Que moi, j'ai toujours été très... je vais pas dire... assez seule, finalement, parce que, parents qui travaillent, l'attention n'était pas forcément là. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à expérimenter des choses dans ma petite chambre et j'étais très... très curieuse, j'ai toujours voulu rechercher les choses, pas qu'elles viennent tout de suite dans le bec, quoi. C'était vraiment mon... Donc forcément, l'école de musique, tout ça, c'était un environnement qui m'a aidée pour constituer aussi mes répertoires, mes compositions, ma façon de composer les voix dans Igor, ma façon de faire ce genre de choses, d'inventer un langage, forcément tout ça. Ça a conditionné, mais j'ai jamais réellement pris... J'ai pris peut-être 1 an de cours lyriques parce que c'était une chanteuse d'opéra à l'école de musique qui, quand j'avais 15 ans, en fait, je me suis dit, le piano, c'est pas la peine. Je veux pas ça marcherait pas. Maintenant, ça m'intéresse pas d'être une virtuose de piano. Je voyais les autres filles faire des trucs de malades. Moi, je m'en sortais parce que j'avais la profondeur, j'avais l'interprétation, la sensibilité, tout ce que tu veux qui allait bien. Mais moi, le piano, je l'utilise pour m'accompagner parce que ce que je préférais toujours, c'est chanter. Puis, est-ce que tu avais déjà un intérêt pour des trucs qui étaient plus marginaux? Oui, j'étais toujours attirée par des trucs étranges. Oui, parce que c'est ça, tu sais, j'imagine... J'ai toujours été attirée. Oui. Tant mieux, parce que j'imagine dans cette école-là, c'était plus au niveau classique, c'était plus formel, c'était plus cadré, c'était un peu ronflant. Oui, c'était classique, mais il y avait quelque chose qui me touchait quand même là-dedans. Parce que je n'ai pas eu une éducation très... à la maison, on écoutait beaucoup des trucs pop qui passaient à la télé ou de ce genre de choses, mais on n'était pas trop culture, tout ça. OK. Donc... c'est pour ça que je suis devenue hyper curieuse, parce que j'ai toujours été curieuse, comme je l'ai dit avant, et du coup, ça m'a poussée à aller chercher les choses. Donc,
j'ai beaucoup lu, écouté, analysé des choses et et vu des films, etc. Parce que j'étais en manque de ça. À la maison, même si c'est très paradoxal, parce que mon beau-père était instit, ma mère travaillait dans une école aussi. Okay. Donc, j'ai eu des gens très normalement dans ce milieu, mais à la maison, du coup, c'était calme parce que forcément, quand il rentrait à la maison, je pense qu'il voulait vivre autre chose. Voilà. Donc, moi, finalement, j'ai pas été on m'a pas vraiment donné les trucs. Il a fallu que j'aille les chercher, en fait. Tu avais soif. J'étais très libre. Très libre. OK. Puis, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, il y a eu un déclic en écoutant, je sais pas, un artiste, OK, on peut sortir du cadre, on peut mixer des trucs qui ont apparemment aucun lien ensemble et ça fonctionne. Est-ce que tu te souviens d'un déclic comme ça? Non, pas du tout. C'est venu, en fait, je pense que le moment où c'est arrivé, où j'ai compris, en fait, je voulais trouver ma voix. Et ça, c'était je pense ce qui a déclenché beaucoup de choses dans ma vie. C'est parce que je me suis, déjà, un jour dans ma vie, j'ai juste décidé d'arrêter aussi de bosser et de faire des petits boulots et d'assumer que je voulais être un artiste. Artiste et pas artiste. Artiste, ça veut pas dire grand-chose, mais pour moi, en tout cas. Mais selon moi, c'était plus composer la musique, quoi, faire vivre de l'art. Vivre et chanter, surtout parce que j'en avais besoin d'exprimer tout ça, là. Et donc, c'était quoi la question déjà? Non, je me demandais, tu sais, parce que, bon, dans les musiques que tu fais, c'est pas grave. Oui, comment le métissage un peu, le sortir du cadre, comment on fait pour se rendre là? Pour moi, là, tu sais, en tant que mélomane, parce que je suis pas musicien, ça a été Faith No More. C'était le groupe de Mike Patton. Puis moi, à l'époque, j'avais 12 ans, en 90, puis j'ai pété un câble, j'ai fait « Wow! On peut faire du métal, on peut faire une petite musique piano-bar, on peut être dans une espèce de balade atmosphérique, on peut faire tout, finalement, tu sais, quand on est assez créatif. Puis on peut aimer tout ça aussi. » Mais en fait, moi, ce qui s'est passé, je vais te dire franchement, j'ai toujours pensé que c'était comme ça, la musique. Que c'était intemporel, qu'il n'y avait pas... Je pense que c'est... Je ne vais pas dire je suis née comme ça, mais en fait... ça fait un peu arrogant, la fille. Voilà. Non, j'ai toujours pensé que c'était ça l'intérêt, justement, de la musique. C'est qu'on pouvait mettre une viole de gambe avec une guitare saturée et que ça marchait super bien et que c'est justement ça qui m'intéressait, moi. Parce que justement, je te dis, l'église, les chœurs, les machins, ça s'est fait tout seul. Je n'ai pas réfléchi, j'ai jamais réfléchi à comment je voulais faire de la musique. Je l'ai entendu. En fait, c'est que tu l'entends dans ta tête. Et ça vient vers toi aussi. Si j'ai rencontré Gauthier, si j'ai rencontré tous ces gens merveilleux dans ma vie, et merci la vie, merci. Tous les jours, je dis merci parce que j'ai eu tellement de chance dans ma vie, je pourrais en chialer là maintenant devant toi. J'ai eu tellement de chance, tellement de gens de talentueux et honnêtes dans leur musique. C'est toujours ce qu'ils avaient envie d'entendre. Gauthier, s'il a fait cette musique, c'est juste qu'il l'entendait. Il l'entendait comme ça. Ben, c'est ça, il l'a pas fait pour bout des choses. Puis clairement, ce que tu dis, il est honnête, il l'a pas fait pour vendre des disques. Tu sais, c'est pas cette musique-là qu'on fait pour vendre des disques dans la vie. Ben non, sinon il ferait de la pop. Exact. Mais justement, parlons-en de Gauthier. Est-ce que j'imagine que c'est une personne très déterminante dans ton cheminement artistique. C'est un peu mon papa. Ça a été un peu mon mentor, on va dire. Ouais. Tu l'as rencontré en tout cas, selon Wikipédia, là, si on peut se fier à ça, autour de 2008 ou un peu avant, dans ces eaux-là. Puis, Par Laurent. Ah, OK, tu connaissais Laurent avant. OK. Oui. J'étais en couple avec Laurent. Ouais, non, c'est ça, hein, pendant longtemps. On a été ensemble une dizaine d'années, en fait. OK. Puis, Laurent, oui. Laurent c'est quelqu'un qui compte dans ma vie. Oui, bien clairement, vous êtes restés en contact. Mais on est très liés, Laurent et moi, d'une façon un peu, on va dire, extraordinaire, parce que c'est des choses pas très explicables, des liens
qui viennent pas forcément de famille ou mais tu te dis, ah, lui, c'est pas que mon amoureux, ou c'est pas que si, ou ça n'a pas été que mon amoureux, ça a été vraiment quelqu'un aussi. qui m'a dit, tiens, toi, tu as du talent, mais tu le sais pas. Okay. En fait, on se connaissait de, je dis, relations de mes grands frères, et c'est son entourage à lui, et qui était en commun, même région, et du coup, on s'est rencontrés par hasard comme ça, on s'est croisés, et puis petit à petit, la vie continue. Et bon, moi, j'étais avec quelqu'un qui prenait pas forcément soin de ça chez moi, mais bon, bref. Bon, ça, c'est la vie personnelle, donc je ne vais pas trop en dire, mais parce que s'en fout d'ailleurs. Ben, voilà. Mais il a dégagé ça chez moi. Il a réussi à comprendre et à m'influencer aussi, parce que Sok Zouk, il est venu me voir, il m'a dit, fais des voix sur mon album, parce que j'entends déjà ce que tu vas faire, et ça va être génial. Okay. Et pas manqué, il y a eu une fusion, en fait, vraiment très forte à ce niveau-là, parce qu'on avait un peu la même idée de choses, mais moi, je ne le savais pas encore. Okay. C'est grâce à lui que j'ai révélé donc Ricine, parce qu'il m'a poussé à travailler, il m'a poussé à aller chercher, à aller creuser les choses. Il m'a foutu dans une cave, quoi, presque, avec un ordinateur, Cubase. Okay. Et c'est là que j'ai commencé Cubase à prendre les bases de Philharmonique et tous ces trucs, sur des plugins. Okay. Et là, je pouvais entendre un orchestre, je pouvais entendre mes voix que je chantais. Bon, je te dis pas que j'ai essayé tellement de choses. Oui, et c'est erreur. Quand on commence à apprendre quelque chose, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Là, j'ai entendu finalement que l'anglais, ça passait pas. Enfin, je pouvais pas déterminer vraiment comme. On ne décide pas intellectuellement, jamais. J'ai l'impression, les choses viennent à toi comme une. Au bout d'un moment, ça arrive comme une révélation, comme c'est ça que je veux entendre, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Puis, pour moi, c'est pas très compliqué. Ben non, c'est ça semble être très organique. Hein? C'est au feeling beaucoup. Tu as l'air à fonctionner comme ça. Hein? C'est animal, comme tu as dit. Animal, c'est vraiment ce qui me définit. Ben, on le voit avec du footage des spectacles aussi. Là, tu arpentes la scène, tu habites cet espace-là, tu ressens la musique. Puis, c'est vraiment très cool. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as été en contact avec une foule métal sur la scène? J'aime la scène métal, parce que le public est toujours vachement plus ouvert. Alors, sur le moment, tu te demandes, est-ce qu'ils font ça, ou est-ce qu'ils s'endorment, ou qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont souvent très... Je parle en général, là. C'est pas très gentil, mais en fait, ils sont adorables, parce que sur le moment, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont aimé et tout? La première fois que j'avais chanté, c'était les débuts où je commençais à chanter, donc je ne savais pas ce que je devais faire encore. Parce que moi, tout est à l'instinct, comme je t'ai dit. Donc, j'étais là sur scène, je ne sais pas comment me comporter. Mais c'était mignon, quoi, parce que tu voyais la fille qui a quand même des ovaires pour y arriver, parce que c'était pas évident. Métal, hein? Non, c'est ça. Une fille qui ne se présente pas en tant que je voulais pas qu'on me voie comme ça. Je voulais pas être un groupe à la Nightwish que je ne connaissais pas encore. Faut dire que moi, je suis un peu, encore une fois, un animal. C'est-à-dire que je considère que la musique, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, moi, je suis plutôt, je vais regarder des films, je vais écouter beaucoup la musique dans les films, évidemment, les bruits, les choses qui m'inspirent dans la vie, quoi. Mais la musique, c'est pas fait pour moi, c'est pas un truc que je suis pas mélomane, quoi. Je suis pas quelqu'un qui va, tiens, je vais me mettre un petit morceau de musique, là. Non, pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Okay. Je suis un peu nazie aussi de la musique, parce que je supporte pas grand-chose. Okay. Je suis un peu nazie avec la musique. Dans le sens que tu analyses, puis quand il y a des trucs qui t'énervent, là, ça prend trop de place, quoi. Moi,
si tu veux, j'ai besoin de silence pour faire venir les sons, pour faire venir la musique en moi. Okay. J'ai besoin d'espace. Et l'espace, j'arrive à le trouver dans les films parce que c'est un autre univers que j'adore aussi. J'adore les acteurs, j'adorerais pouvoir être derrière la caméra comme je l'ai fait un petit peu dans mon nouveau dernier clip, là, Psamatae. J'ai réussi à être contente de réaliser enfin quelque chose qui est 100%. Bon, j'ai eu de l'aide de caméraman, etc. Mais c'était ta vision, là. C'était ma vision, mon regard, et c'était mon montage, surtout. Ah, très Donc cool. ça, je suis contente. Je suis plutôt contente du résultat pour un truc amateur. Hein. Avec ta musique en plus, mais je peux comprendre parce que tu sais, il y a beaucoup de tes musiques qui sont cinématographiques. On entend beaucoup d'ambiance. On peut imaginer un décor, des créatures, une forêt. Tu sais, ça évoque beaucoup d'images. Donc, puis c'est aussi... comme ça que je compose en fait. Donc oui. Puis même Igor aussi, tu sais, on regarde, il y a des vidéoclips, là, c'est tellement, tu sais, un des derniers, là, pour le dernier album, là, complètement pété avec l'animation 3D, là, on est dans le délire, dans la folie, ça fonctionne avec la musique. C'est important aussi d'avoir cette contrepartie-là visuelle pour accompagner une musique. Ça, ben, évidemment, on peut se faire notre scénario en écoutant que la musique, mais le vidéoclip, c'est un art qui se perd. Puis, ben, la scène de ces temps-ci, ben, on la voit pas beaucoup non plus, le résultat live de ces musiques-là. Mais si on peut aller dans le temps, tantôt tu parlais que tu aurais aimé ça être réalisatrice. Est-ce que c'est un souhait, c'est un désir que tu avais en écoutant des films? Tu as dit, OK, je vais étudier là-dedans, ou c'est plus comme un rêve que tu as toujours eu? En fait, quand j'étais au lycée, il y avait une option et ça allait jusqu'au bac. En fait, c'était quand même important, un coefficient important pour avoir le bac et tout. Donc, je me suis dit, comme j'ai un côté un peu, j'adore les films, ça me passionne. On va aller voir ça. Je préfère faire ça que de prendre une option qui me plaît pas, quoi, ou un truc qui serait trop académique. Et puis là, ça a été un peu la révélation de dire. Mais j'adore, en fait, raconter des histoires, quoi. Ah ouais, hein? Et comme je suis pas assez franche que pour le chanter en français, et que je trouve que esthétiquement, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, que les gens me comprennent. C'est pas... J'ai envie qu'ils me comprennent autrement. À leur manière, hein? Qu'on se fasse nos propres interprétations. Moi, je pars du principe que les personnes sont des personnes intelligentes. Donc, j'ai pas envie de prendre l'auditeur ou le spectateur pour quelqu'un de bête. J'ai envie de le prendre pour quelqu'un qui a une imagination, qui est capable de comprendre ce qui se passe, qui est capable d'imaginer et de pas être assisté dans tous les coins, tu vois, et de laisser la personne sa liberté de c'est ce que j'aime. Et c'est aussi un combat presque. C'est presque politique, on va dire, mais je n'en parle jamais. Là, c'est la première fois que je le dis, par exemple. Merci de me donner l'envie d'en parler. Oui, pourquoi pas. Mais très bonne interview. Et merci. C'est gentil. Très bon journaliste, pardon. C'est le vrai mot. Mais je crois pas en... Quand on met trop dans la tronche des gens, j'y crois pas, moi, à ça. Moi, j'ai envie que les gens viennent à moi. J'ai pas envie de les brusquer, de leur dire « Écoute ça !» Mais c'est un échange dans aussi. Le mix, dans tout ce que je fais, j'essaye toujours, parce que j'aime moi, par exemple, quand c'est moi, le spectateur, j'aime quand c'est pas évident tout de suite. Quoi. Ouais. Qu'il faut travailler un petit peu, là. Ouais. Oui, quand même. Oui, sinon c'est trop facile. C'est ça, sinon c'est ennuyant. On veut pas être ennuyé dans la vie. Puis, oui. Puis les groupes que j'évoquais tantôt qui me faisaient penser un peu à certaines des projets que tu as travaillé, comme justement des Mr. Bungle ou même Fantomas, tu sais. J'écoutais Oxoxox. Puis à un moment donné, j'avais des espèces de vibes à la Fantomas, des ambiances complètement
surréel, mais qui, à un moment donné, on se tourne, on est surpris. J'aime ça, moi, être surpris. Puis quand on parlait de cinéma... Ah bah oui, là, il y a de quoi être surpris. Ouais, ben oui. ouais. Puis avec le cinéma, c'est la même chose. Si c'est trop obvious, ben on s'ennuie. On veut pas écouter, on veut pas regarder le même film qu'on a vu 100 fois. Sinon, ben oui, des fois, quand on est veg, tranquille, on réécoute le même film, Un retour vers le futur, mais moi, je veux être challengé. Je veux écouter des films qui vont me remuer. Ouais, ça, c'est le film confort, ça. C'est le film confort. De temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit que ça non plus. Hein. Genre, Tetsuo, tu l'as vu? Ah oui, ben oui. Alors, voilà, moi, si j'aurais envie de parler bon, on y reviendra peut-être après, parce que c'était peut-être pas du tout le moment. Oui, ben c'est le moment quand on le sent. Hein. Fait que oui, allons-y. Tetsuo, The Iron Man, pour moi, c'est le genre de truc qui me... Tu vois? Et je trouvais ça même tellement beau. Oui. Au niveau musique. Le noir et blanc, là, c'est le montage, fantastique. La couleur, tous les nuances, la façon dont c'est pensé, en fait, ce film, c'est juste... pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Puis en plus, c'est un chef-d'œuvre qui a été fait, bricolé. Hein? Mais c'est bricolé, moi, c'est ça. C'est presque fait à la maison, quoi. Oui, tu vois 89, ça remonte quand même. Ouais. Puis ça ressemble à rien. On peut dire, il y a un peu de Eraserhead, il y a un peu de, il y a du manga là-dedans, mais c'était tellement frais, original. Moi, j'ai dû le voir au début des années 2000, puis ça m'a foutu toute une claque. J'étais comme, oh wow, les Japonais, ils savent faire des trucs complètement patraques pour justement pour nous déstabiliser. J'ai pas vu le deuxième, par contre. J'ai entendu dire. Moi non plus, j'aime pas les deux. Je regarde pas les deux. Mais sinon, c'est peut-être complètement nul parce que ça se trouve c'est génial, mais des fois. Mais dans le genre, c'est si on me dit horror movie, là je me dis ça vaut le coup d'être vu. Ouais. Est-ce que tu te souviens du premier film d'horreur que tu aurais pu voir tout de suite, trop tôt? Je me souviens, c'était L'Exorciste. Pour vrai? Oh, ça a commencé fort. Et l'Armée des morts dans la même nuit. La nuit des morts vivants. Ouais. Ah ouais. En noir et blanc, là. Ouais. À la télé, genre. C'est mon cousin qui a trouvé la bonne idée de vouloir me faire peur et de vraiment me montrer c'était quoi la peur. Je pense. T'avais quel âge? Je pense que j'étais jeune, trop jeune pour voir ça, ouais. De toute façon. Puis, j'avais 10 ans, un truc comme ça. Puis qu'est-ce que ça te fait? Des cauchemars? Terrorisé? Ou... Pas du tout. Pas du tout. Mais alors là, j'ai pris conscience, je pense, à ce moment-là, il y a des petites énergies quand même, des petites choses qui peuvent peut-être être des portes ou des trucs qu'on peut ouvrir si on va tu sentais une attirance. Si on nourrit en fait quelque chose, ça peut vite te poursuivre et dire c'est bon, le diable il est partout là, c'est quoi ce délire? Bah ouais. Mais est-ce que... et j'adore avoir peur. Oui. En fait, ça marche encore aujourd'hui? Mais oui, bien sûr. Tant mieux. Le dernier que j'ai vu, je vais te dire, alors à l'intérieur. Ah oui, ben oui, mais ça date quand même un peu. La boucherie pure, le truc. Hein. Français. Mais le scénario, franchement, génial. Béatrice Dalle. Béatrice Dalle. Elle est terrorisante. J'adore cet animal. Ouais. Ah non, mais c'est J'adorerais pouvoir la rencontrer et qu'elle me dise mais ta gueule, poufiasse. Enfin, tu vois elle est. Mais ouais, mais elle est elle-même quoi. Cette fille, elle peut pas être autre chose qu'elle-même. Et tout ce qu'elle fait, c'est assumer tellement. Alors, il y en a qui la trouvent vulgose, il y en a qui la trouvent ceci, cela, mais mais sois toi-même, toi. On verra après quoi. Parce que les gens qui sont vraiment eux-mêmes, c'est rare aujourd'hui. Excusez-moi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui mettent des masques. Hein, pardon, qui font semblant. Mais c'est pas gentil ce que je... Je suis d'accord. Moi, je travaille pour une grosse corporation. Je travaille pour une grosse corporation, Ubisoft, pour ne pas la nommer. Puis, bien évidemment, quand il y a des milliers d'employés, il y a toujours des gens, des carriéristes, des gens qui sont là, puis qui mettent un visage, mais que c'est double face, là, mais... Non, moi, je préfère aussi les gens qui sont vrais, qui disent qu'est-ce qu'ils pensent. Puis, tu dis que Béatrice Dalle, c'en est une, clairement. Moi, j'ai hâte de la revoir. Je vais voir un film, un festival à Montréal bientôt.
le film Lux Eterna de Gaspard Noé, un de ses derniers. Je ne sais pas si tu oui. Gaspard Noé. Je voulais le voir aussi. Ouais. Gaspard Noé, c'est un de mes petits favoris. Bah, finalement, j'aime bien les films d'horreur, en fait. Ouais, hein? Mais tu sais, c'est de l'horreur. Au départ, je disais, bah non, mais j'en ai pas vu tant que ça. Mais en fait, je pense que j'ai vu ce qui était le mieux, en fait. Ben, c'est ça, comme tu sais, l'horreur, comme on disait tantôt. Je suis tombée sur les bons trucs, quoi. Gaspard Noé. C'est quoi ton préféré de Gaspard Noé? Parce que, tu sais, Irréversible, on ne peut pas vraiment dire que c'est un film d'horreur, même si peut-être qu'on peut. Je ne peux pas dire Irréversible, non. Je ne peux pas dire Irréversible, parce que c'est vrai, c'est pas... mais on va dire que c'est une belle prouesse aussi cinématographique. C'est quand même une épreuve à écouter, quand même, tu sais. Les scènes chocs. Montage complètement taré aussi, ouais. Je ne saurais pas dire, en fait. Gaspard Noé, c'est pas vraiment... Est-ce que tu as vu Enter the Void? Ah ouais, mais je sais plus du tout. C'est un peu comme non, je l'ai pas vu celui-là. Non, ben celui-là, je te le conseille. Ben, pour moi, dans ceux que j'ai vus. Alors, vas-y, je vais noter. Parce que je veux le garder dans ma tête. Gaspard Noé. Enter the Void. Je crois oui. Il y a peut-être déjà une dizaine d'années. C'est très, très, très cru. C'est un peu comme une analogie qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Un peu, tu sais, le moment en accéléré où tu revois ta vie. Donc, c'est vraiment... c'est comme si tu étais ce personnage-là, la caméra est à côté de lui, tu le suis, c'est très frénétique. Le générique d'ouverture est absolument fou. Quand tu vas voir ça... J'imagine. Puis en salle, non, mais pour vrai, c'est un truc stroboscopique, super agressant, avec une musique là, vraiment, vraiment très, très, très forte. Je l'ai vu en salle et j'ai capoté, comme on dit au Québec. J'étais sans voix, puis c'est un truc qui dure 3 heures, mais c'est haletant. Tout le long du film, puis c'est très cru, c'est très violent, c'est très cul aussi, comme dans tous ces films, pratiquement. Hein, c'est ça. C'est un peu Lars von Trier de version française. Ouais, mais encore... encore plus loin. Oui, parfois. Lui, il n'a pas peur de montrer les petits détails bien croustillants. Non, exact. De la mort ou de la souffrance ou des choses comme ça. Sinon, est-ce que tu as des réalisateurs préférés, toi? Que tu suis, que tu as hâte de voir leurs films chaque année? Ou est-ce que tu vas encore au cinéma? J'essaye d'aller encore au cinéma, mais ce que je vois ne m'attire pas trop en général. Les affiches ne m'attirent pas du tout. Je suis très difficile aussi, donc et puis j'aime bien voir les films à la maison. Moi, je suis un peu casanière. Ouais, fait que tu consommes ton cinéma sur les plateformes, sur les Netflix, les Shudder, des trucs comme ça? Netflix, c'est pareil, je commence à perdre un peu l'envie, donc je fais plus trop, mais c'est rare. Quand j'ai vraiment envie de voir un film, je le télécharge, quoi. OK. Puis tu étais un peu plus jeune. Pas bien. Non, bon, tout le monde fait ce qu'ils veulent. Moi, mais quand j'étais plus jeune, alors je vais te dire, ma curiosité. Oui, vas-y. Ouais. Non, j'allais te demander j'avais de la chance parce qu'avec cette option cinéma au lycée, en fait, ils nous avaient donné une carte. Et là, j'allais dans un cinéma qui était un cinéma d'art et d'essai. Donc, c'était beaucoup plus films internationaux. Donc, j'ai découvert Kiarostami. J'ai découvert des gens qui sont pas du tout reconnus. Les cinémas iraniens, les cinémas... j'ai pu aller dans des endroits où ils présentaient des films complètement des films de partout, en fait. Ben oui. Ouais, voilà. Et ils faisaient des rétrospectives aussi de vieux films, genre Frankenstein, ce genre de choses. Classique, là. Ah ouais. Que j'adore. J'adore les films muets, les Eisenstein, par exemple. OK. Les vieux Charlie Chaplin. Ouais, je suis vachement attirée. Charlie Chaplin, oui, parce que c'est... Mais c'est plus classique, mais oui, c'est tellement mignon. Des fois, en fait, il me... Comment on dit? Il m'attendrit beaucoup, cet homme. Ouais. OK.
quand je vois ça m'attendrit, en fait. Je suis comme ça. Oh! Mais c'est un peu, c'est des classiques, là, c'est des précurseurs, ils ont tellement influencé le genre. Moi, tu sais, j'ai un genre petit... le docteur Caligari, ce genre de choses. L'expressionnisme allemand. Okay. Expressionnisme allemand, ça j'ai été vraiment attirée par ça. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi dans mes visuels. Mais c'est cool, ça, d'avoir eu accès à ça, ce petit ciné-club-là. Moi, tu sais, je viens d'une petite ville au Québec, puis on avait accès, à des films dans les clubs vidéo, les blockbusters, tout ça, les versions traduites, doublées, tout ça. Puis moi, quand je suis arrivé à Montréal, la grande ville du Québec, et là, c'est, oh, wow, il y a des festivals avec des films pas doublés, avec des sous-titres. Wow! Les clubs vidéo avec des amoureux du cinéma, quoi. Oui, ben c'est ça, exactement. Qui respectent. Oui. Voilà. Tout à fait. Hein? On n'est pas comme les Américains. On est capable de lire des sous-titres. On peut écouter des films en version originale. Moi, je veux entendre la langue. Même si je la comprends pas, je veux entendre comment eux s'expriment, les Japonais, les Espagnols, toutes ces langues-là que je ne comprends pas. Ben, je veux les entendre. Je vais lire. Ça va être un peu distrayant, mais c'est comme ça que le film devrait être vu. Toujours. Bien sûr. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais sinon, tu sais, si on parle d'horreur en général, est-ce que toi, tu lis? Est-ce que tu lis des romans? Est-ce que tu es quelqu'un qui consomme de la littérature? Alors, je l'ai fait par nécessité, beaucoup dans mon adolescence, jusqu'à, je sais pas, l'âge de 20 et plus. Mais après, j'étais plus branchée conférences ou ce genre de trucs. Du coup, je note tout ce qu'ils racontent. Je suis plus à écouter les gens parler et après à me faire mes petites fiches, mes petites recherches quand j'ai besoin, quoi. Comme on va dire, mon âme a besoin de se nourrir, tu vois, de quelque chose parce que j'ai la tête qui rêve beaucoup, moi, qui pense de beaucoup art total un peu, tu vois. Je suis un peu, je me nourris tellement de tout. Un peu caméléon, la fille, tu vois, un peu éponge, très éponge. Du coup, j'aime tellement de choses, en fait, que tout me parle un peu. Et tout peut t'inspirer. Tout est susceptible de pouvoir t'inspirer. Mais oui. Puis, donc, j'aime bien écouter les gens aussi. Beaucoup. La pandémie, si on voit un sujet plus dark, là, ben c'est très horrifique. Hein, la pandémie, c'est une histoire d'horreur quand même pour plusieurs. Mais est-ce que ça t'a inspiré, toi, cette année, l'année passée? Est-ce que au niveau créatif, est-ce que tu as eu un blocage ou est-ce que c'est au contraire, ça a fait sortir des... Au contraire. Ah ouais, parce que ça a été un coup dur pour moi, ce moment, parce que déjà, personnellement, je vivais un truc qui n'était pas marrant du tout. Et mon divorce, etc. Donc, tu es partie en voyage. L'an dernier, tu étais sur la plage quand tu as fait le Voxen Ops avec Matt. Tu n'étais plus en France. Ah oui, je suis partie au Mexique et aux États-Unis là, pendant 9 mois. Mais pendant la pandémie, on se préparait avec le batteur parce qu'il habite pas très, très, très loin de chez moi parce qu'on est tous un peu divisés. On était tous un peu vivants, loin des uns des autres. Donc, on s'était dit, pour l'organisation, ce serait plus pratique que je vienne. Et puis, on part en tournée ensemble, quoi. On charge la batterie et tout. Tout était prêt. Et le lendemain, on nous appelle, le manager et le bookman nous appellent. C'est annulé, lisez vos mails. On peut même pas faire la résidence, quoi. On peut même pas faire la résidence, tout est annulé. Tout. On est sorti l'album, tu vois, on était tous hyper contents de chanter ces morceaux. Bon, je t'avouerai que moi, j'étais je vivais quelque chose de personnel qui était tellement douloureux. Moi, j'avais l'impression que j'allais crever pendant la tournée, quoi. Tellement j'étais affaiblie, je me sentais diminuée en tant que femme, tu sais, c'était pas évident, j'allais repartir en tournée et la toute première tournée qu'on avait faite, c'était ma première, mais c'était en 2017-2018. Ça a été une fatigue extrême. Quand je suis rentrée de tournée, j'avais tout donné, 50 dates partout dans le monde.
Et c'était, plus Europe, mais Ouais. on Avec a le fait quand même décalage, Israël et ouais. compagnie. Dormir. Après, on est parti aux États-Unis. OK. Donc, on a vraiment pressé le citron, là. Tu vois, on a joué vraiment partout et beaucoup. Ça va être sinusoïde. Ouais. Bon, on a joué des vieux morceaux aussi, Tout Petit Moineau et toutes les, on va dire, les stars du set. OK. Mais ça a été j'étais top. crevée, Okay. J'avais pas envie finalement. Puis en même temps, j'étais tellement excitée quand même de pouvoir chanter mes chansons. Les nouvelles chansons. Parce que les nouvelles chansons qu'on avait faites et de chanter mes textes, quoi, et toute ma vie que j'avais mis dedans, quoi. En fait. Et puis finalement, est arrivé ce qui est arrivé. Et puis, donc ça te fout un coup dur, forcément. Clairement. Puis tu sais plus, après, tu es là pendant 2-3 jours, moi, parce que je vais assez vite, moi, dans mon. Ouais, dans le raisonnement. J'ai une énergie que je peux changer, assez switcher. OK. Mais sur le coup, avec le batteur, là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'apocalypse. Au début, je me suis dit, mais c'est l'apocalypse, là, les gars. Tous les trucs qui ont été arrêtés en premier, c'était les salles de spectacle, les concerts, tout ça, les matchs sportifs. Et tout le monde de la musique, et des techniciens, des gens qui n'ont plus de boulot, qui n'ont plus rien à faire, qui n'ont plus d'intermittence, du coup, qui se retrouvent dans des difficultés économiques énormes, dans des difficultés de vie énormes, les parents qui doivent rester avec leurs enfants 24 sur 24, l'horreur. En appartement à Paris, dans 20 mètres carrés. Enfin, tu te dis, mais il y a des trucs qui sont arrivés. Il y a eu des tas de séparations pendant cette période. Et il y a eu des tas aussi de bébés de faits. Oui. mais ça a changé tellement de choses pour les gens. Et puis, toi, mais moi, ça m'a. Tu as réussi à t'inspirer un peu parce que, bon, tu as sorti un album l'année passée, mais ça, j'imagine que c'est ton album solo, Ricine, ton deuxième. Oui, mais il était déjà composé, mais est-ce que tu étais censé le sortir? J'arrivais pas à le sortir, j'avais pas le temps. J'étais constamment pour les autres. Fait que ça t'a donné l'opportunité de pouvoir le sortir. Donc, ce Covid, je vais te dire, voilà, exactement. J'ai compris quelque chose tout de suite, très vite. J'ai vite compris que, là, c'est le moment. C'est mon moment à moi, là. Là, la Terre s'est arrêtée de tourner pendant un moment. Donc là, ce moment, je vais me le prendre pour moi et je vais enfin assumer chaque note. Parce que le premier album, Liane, c'était un petit album tellement timide, tellement. En retenue? J'étais encore tellement timide, quoi. OK. Fait que là, tu trouves que c'est c'est l'album de la maturité un peu plus. Parce que là, tu avais tourné, tu avais fait un paquet d'autres projets avec d'autres gens. Pas encore tellement mature, mais. Un peu plus. Puis, moi, j'ai un côté cette petite fille très, 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 très développée aussi. Mais faut pas perdre ça, hein, mais je m'amuse beaucoup, par contre, quand je fais ça, parce que c'est la chose que j'aime le plus, c'est d'être devant la page blanche, quoi. Ah oui, hein? Et c'est le moment où là, je me dis, j'ai de l'espace, j'ai du temps, et le temps, ça devient moi. C'est-à-dire, ça devient mon temps. Je le rends flexible, le temps, moi. Je m'en fous. Je peux manger à 5h de l'après-midi pour la première fois de la journée. Ça va pas me déstabiliser la tête tant que j'arrive à me nourrir de tout ça, oh là là, je vais pouvoir mettre un violoncelle et puis je vais faire ça. Oui. Tu vois? Ouais. C'est tellement riche, ça. Quand on s'éclate, qu'on a du plaisir à faire ce qu'on aime, c'est ça, le temps, il n'existe plus. Carrément. Comment tu peux le décrire, ce projet-là, Ricine, aux gens qui l'ont jamais entendu? Il y a beaucoup de recherches sur la voix, donc c'est beaucoup. Déjà, je compose avec la voix, donc c'est beaucoup basé sur des ambiances polyphoniques. Et beaucoup les batteries aussi, les rythmes. Donc c'est assez tribal. Ça peut être doom, un peu funeral doom aussi à des moments. Ça peut être aussi beaucoup de gens comparent ça à Dead Can Dance ou ce genre de groupe cinématographique un peu comme ça. Mais c'est essentiellement la recherche sur la voix, qui définit la base du truc. Mais après, le concept... Des musiques anciennes aussi, des musiques païennes peut-être. Et mélanger les temps, en fait. Les époques. Et en fait, c'est un peu...
Si je devais vraiment décrire en une seule phrase, en fait, qu'avait trouvé un ami à moi qui est très fort à l'écrit, si tu m'entends, je pense que tu sauras de qui je parle, la personne en question, tu te reconnaîtras. Elle avait dit un truc, Ricine, c'est comme la recherche d'une civilisation perdue, en fait. OK. Parce que je suis fascinée. Un autre truc qui me fascine, qui m'inspire beaucoup, c'est les civilisations anciennes. OK. Les Incas ou comme tu disais, les Vikings. Un peu disparus, qui vont être oubliés, certainement, tu vois. Mais il y a toujours un peu des ruines comme ça, des trucs qui permettent de pouvoir être toujours fasciné d'imaginer ce monde qui n'est plus là, quoi. Tout ça, moi, ça me fascine. Non, et ça m'inspire beaucoup dans mes chansons. Je parle beaucoup de ça. Carrément. Puis, tu sais, moi, ce que je trouvais que ça évoquait un peu, Ricine, tu parlais de la culture viking, puis oui, je le vois très bien, mais il y avait comme un côté un peu sorcière, tu sais, du fond des bois, qui fait de la magie noire. Je verrais ça, moi. Mais c'est pas une esthétique, ça, que j'ai pas fait exprès. Non, ça donne comme ça. Ce côté sorcière que me disent beaucoup de choses. Pour vrai? Parce que depuis toute petite, j'ai un côté très spirituel. Ça ne fait pas dire grand-chose non plus, parce que je te dis ça. C'est pas religieux, en fait. C'est juste. Non, je comprends ce que tu veux dire. Juste de ressentir les choses différemment. Je faisais des formules magiques. J'imaginais, par exemple, je faisais des tisanes, tu vois, pour guérir les gens. J'allais chercher des plantes dans le jardin. J'allais ouvrir les bouquins de médecine de ma mère parce qu'elle avait été travaillée dans un hôpital avant. Bon, bref. Et du coup, j'apprenais comment soigner les gens par tel ou tel. Et je me faisais toute une liste. Bon, ça marchait pas, évidemment. C'était juste pour jouer, quoi. Et je mettais tout ça dans une bassine et je les bénissais en faisant une espèce de formule magique qui va faire en sorte d'amener, par exemple, l'amour qui manque chez quelqu'un ou qui va amener des beaux cheveux à quelqu'un qui n'a plus de cheveux. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai inventé des mots, des formules, des trucs. Des incantations. Je commençais déjà à faire mes petites formules magiques. Et pour moi, la musique, c'est des prières plus que des... Ricine, c'est aussi des... C'est plus mes chansons, c'est plus comme des prières à l'univers un peu, tu vois, de dire... ce qui me traverse pour que c'est un peu un vecteur, je suis un vecteur et l'univers me traverse, la vie me traverse à ce moment-là, c'est plus ça et j'exprime cette vie en fait qui passe par moi mais c'est pas vraiment moi en fait, c'est pour ça qu'on dit que je suis une sorcière parce que c'est juste une compréhension du truc parce que je le reçois et parce que je l'accueille en tant que tel. Je n'ai jamais prétendu faire de la magie ou quoi que ce soit. Ça en est quand même de la magie. La musique, tu sais, moi, je trouve que justement, c'est des incantations. Quand on aime une certaine musique, on est ensorcelé. On va voir le concert, on ressort, on plane un peu, on est sous le joug de cette musique. Merci pour cette magie, puis d'avoir jasé d'un paquet de trucs. On est déjà rendu au bout de la petite heure. Il y en a tellement à dire encore. Moi, je pourrais passer la nuit à discuter des films d'horreur, mais bon, on va pas. On remettra ça. On va aller regarder Ted Show, là. Un bon film d'horreur pour bien dormir. Mais moi, je veux que tu viennes nous voir à Montréal en spectacle. Là, quand tout ça sera passé, là, que ça sera chose du passé. On peut toujours pas jouer là-bas? C'est difficile encore ici où les concerts, la distanciation, les règles, les règlements nationaux, tout ça, mais on n'a pas beaucoup de concerts qui viennent ici, internationaux. Donc, en tout cas, j'ai hâte que ça rouvre parce que la musique, elle prend vie quand elle est sur scène. C'est là que ça se passe. Ça me manque beaucoup. Oui. Ça me manque beaucoup, ouais. On va rester en contact. On va aller voir Ricine en show dans le futur. Ça, c'est clair. Là, en fait, je vais te donner des petites news si tu veux, là, pour finir. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce qui Alors, il y a des news. Je travaille quand même. Je continue. C'est ce que j'aime le plus au monde, je te dis, composer. C'est donc vital. Il y a le 3e qui se compose.
Oh, Et parfait. j'ai déjà Avance bien. bien avancé dans la démo avec mon ingé son DA. OK. On est dessus, là. Puis tu souhaites sortir ça l'an prochain, dans 2 ans? Ben, C'est pas défini. j'aimerais bien être sûre du label. OK. Que je suis plus chez Blog Music, donc là, je recherche quelque chose de plus, on va dire, qui va m'aider plus à atteindre les scènes, justement, et plus avoir plus aussi de matière, parce que Ricine, ça a toujours été beaucoup les vinyles et des CD, quoi, mais j'ai jamais vraiment, pour l'instant, fait des t-shirts, ce genre de trucs. Et j'aimerais bien avoir un t-shirt Ricine. Ah oui? Ces choses-là vont se mettre en place, Cool. de toute façon. Et pour le 3e album, bien sûr, parce que les 2 premiers sont chez Blood Music. Donc là, on va se renouveler. Oui. Et bon. Et Cool. donc là, il y a un clip aussi qui arrive du 2e, OK. de Néréide, qui est une animation. Ah. Tout fait en dessin. OK, du 2D, quelqu'un de très talentueux, Buche. Et ouais, ça va être. Je suis très contente parce que bon, ça vient très longtemps après la réalisation de l'album qui est sorti il y a longtemps, presque un an. Ouais. Il y a un an. Tiens, puis le clip, faire l'anniversaire. Le clip, vous le sortez quand? Là, bientôt. OK, avant la fin de l'année. Fin octobre. Okay. À la fin d'octobre, il devrait sortir. Je suis contente, j'ai hâte. Et du coup, il y aura certainement aussi des t-shirts, ce genre de choses qui vont... pour la première fois, Ricine va faire des petits t-shirts. Parce que les animations sont tellement... Enfin, les dessins faits par Muche, je ne sais jamais comment prononcer son nom d'artiste, le pauvre, il va m'en vouloir. Sont tellement beaux que je me suis dit, là, des t-shirts, ça vaut le coup de faire des t-shirts avec ça. Okay. Donc, on va en faire. Voilà. Cool. Ben, on va regarder ça. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres projets avec qui, des gens que tu travailles sur d'autres trucs ou pas encore, ou tu ne peux pas en parler? Ou des trucs qui passent un peu plus? Des collabs ou des trucs comme ça. Pour l'instant, j'essaye de prendre soin de mon projet. De toute façon, je vais rappeler mes musiciens préférés qui ont participé au 2e album, la plupart de ceux qui ont déjà participé. Et j'ai déjà petite idée un peu on va dire, de l'ensemble. Ça va être un album un peu plus énervé. Ah oui? Un peu plus lourd? Ah ouais. Puis là, tu vas ressortir ta voix, là, ta gorge un petit peu? Ouais. Gorge déployée. Ah, mais très bien, très bien. Ouais. Ben, j'ai bien hâte d'entendre ça. Plus des chants avec vraiment la poitrine, quoi. OK. Ben, on s'en reparlera avec plaisir quand ça sera prêt. Mais si tu veux, on se donne le rendez-vous l'année prochaine. Parfait. Pour des choses un peu plus croustillantes encore. Encore et toujours. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Laure. C'était un plaisir et je n'ai pas du tout préparé comme d'habitude. Donc, je suis très heureuse du résultat parce que j'ai tellement peur de dire des choses pas très intéressantes. C'est toujours intéressant. En fait, moi, mon travail, c'est de suivre mon invité, puis ça donne une bonne conversation. Tu sais, moi, oui, c'est sympa. Question-réponse, c'est ennuyant, c'est classique, on veut pas ça. On veut jaser, on veut converser, on veut discuter parce que discuter ensemble, qui est du répondant. Quoi. Ben c'est ça, rencontrer des gens. Tu sais, tantôt, tu parlais un peu des collaborateurs que tu avais, des gens que tu avais rencontrés au fil des ans, des musiciens, de ces rencontres-là. Puis moi, j'ai pour mon dire qu'on est la somme des rencontres qu'on fait. Tout à fait. On apprend de chacun. Des fois, c'est quelque chose que quelqu'un a dit, des fois, c'est quelque chose que quelqu'un a fait, des fois, c'est quelque chose qu'on ne veut plus jamais revoir chez quelqu'un. Mais ça arrive aussi, mon Dieu. Toutes les rencontres sont importantes pour plein de raisons. Ça nous en apprend sur nous. Des fois, un inconnu dans la rue, il peut te dire un truc et puis ça va te... Tu vas y repenser toute la journée, quoi. Et puis tu vas être là, mais pourquoi il m'a dit ça là, maintenant, quoi? Ouais. Ben moi, je suis content de Qu'est-ce t'avoir... qu'il lui a pris, le gars? Il était possédé ou quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça aide beaucoup des fois aussi, hein, des petits signes comme ça, des gens qui t'accompagnent. Ouais. Mais moi, j'ai besoin. J'ai besoin des gens, j'ai besoin de rencontres. Exactement. Mm. Moi aussi, j'ai besoin des autres. Puis la pandémie, c'est difficile parce qu'on voit les gens souvent à travers un écran comme ça. Mais c'est mieux que pas du tout. Hein? Comme s'il n'y avait pas eu la pandémie ou, tu sais, j'aurais pas eu l'idée pour ce podcast-là, puis j'aurais pas rencontré des gens comme toi. Non, mais c'est ça. Arrête de la faire rougir, là. Non, Gauchaille. Merci encore, Laure, puis on se tient au courant. Pas de problème pour ça. Salut. Je suis là à tous les coups. Tu m'appelles. Salut. À la prochaine. À la prochaine.